Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée ici sur le salon de Rennes, nos 10 ans. Ça ne s'oublie pas et ça se fête. Ici, pour commencer cette conférence, nous allons parler du sujet comment gagner 2 lettres sur un DPE. Pour vous en parler, je vais appeler sur scène Thierry Vignal, qui est président et cofondateur de Mastéo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais aussi vous demander de couper vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Sandrine. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux un jeudi matin pour parler de réno énergétique. Et on va accueillir sur scène 4 représentants des 4 secteurs qui nous intéressent. La politique avec Michael Nogal pour commencer, qui est ancien député et rapporteur de la loi Climat et Résilience. C'est lui qui l'a écrite. Donc la politique est représentée. On va représenter également le marché avec Olivier Colcombé, qui est le président de Digit-RE Group et qui a les 2 réseaux Optium et Capifrance. Je me demandais d'ailleurs, Olivier, si RE veut dire rénovation énergétique. Si tu veux. On va dire que c'est le cas pour Plutôt aujourd'hui. real estate. Real estate, rénovation énergétique. On continue avec Com de Cossé-Brissac, qui a créé une école de formation à la réno énergétique, le HEC de la réno énergétique, on peut dire. Et last but not least, Éric Plantive, le directeur de Easy by EDF. Easy. Est-ce que c'est easy de gagner 2 lettres au DPE? C'est la question du jour, spécifiquement pour les appartements en copropriété. Parce qu'on va le voir, on ne rénove pas un appart en copro comme on rénove une maison individuelle. Et je pense que la personne la plus calée techniquement pour nous en parler, c'est Com. Est-ce que Com, tu peux juste nous expliquer, 1, pourquoi on distingue les deux, et 2, pourquoi on était si peu ambitieux sur le titre en ne visant que 2 lettres? Est-ce que c'est le signe d'une impossibilité technique de rénover des apparts en copro? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Enchanté, merci beaucoup Thierry. Je pense que c'est en effet important de revenir pour focaliser le débat aujourd'hui sur la copropriété et peut-être pour distinguer les deux. La maison individuelle, à plein d'égards, c'est quelque chose qui va être plus simple à rénover énergétiquement. Évidemment, on a un seul propriétaire, c'est quand même toujours plus simple. Et surtout, les solutions techniques pour rénover énergétiquement, que ce soit du coup travailler sur l'isolation de l'enveloppe, le toit, les murs et les menuiseries, que ce soit ensuite pour bien ventiler et pour ensuite mieux chauffer, en installant notamment des pompes à chaleur, des chaudières ou des poêles à bois. On a des solutions qui existent et qui permettent en fait assez facilement et de manière relativement rentable, je pourrais aussi laisser Eric en parler, rénover des maisons. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir du coup les copropriétés, en distinguant à nouveau deux choses. D'un côté, les travaux collectifs qu'on va pouvoir faire sur une copropriété si on arrive à voter ces travaux. Et là, on va parler de rénovation, d'isolation thermique par l'extérieur. On va pouvoir d'un coup isoler toute une façade. Dans ces cas-là, en fait, on arrive à faire des gains d'énergie de 20 à 30%, ce qui permet généralement d'avoir en un geste déjà quasiment les 2 tiers du chemin qui sont faits pour gagner ces 2 lettres quand on est en passoire énergétique. Ce qui nous reste, in fine, ce sont du coup les gestes qu'on peut faire quand on est dans un logement privatif en copropriété et qu'on n'a pas réussi à faire du coup ces gestes, je dirais, plus généraux avec les autres copropriétaires. Donc pas de pompe à chaleur pour les appartements copro, a priori. Enfin, sauf exception, c'est compliqué de mettre son bloc externe sur une façade haussmannienne, typiquement. Exactement. La mairie de Paris n'est pas contente, donc impossible. Et l'ITE, pareil, je ne vais pas mettre une enveloppe sur un immeuble type haussmannien, par exemple. Donc je suis privé des 2 gestes les plus efficaces. Qu'est-ce que je fais? Exactement.
Et dans ces cas-là, ce qui va rester du coup pour travailler sur l'enveloppe du bâtiment, ça va être du coup l'isolation thermique par l'intérieur. Là, on vient du coup mettre l'isolant à l'intérieur, mais du coup, on grignote évidemment sur la surface habitable. À Paris, c'est compliqué quand on a 10 000 € du mètre, de venir chercher 15 cm en linéaire sur toute une façade. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué et du coup très cher surtout. Donc le premier geste, ça reste quand même cette isolation thermique par l'intérieur qui permet de gagner entre 15 et 20%, entre 10 et 20% en fonction de l'épaisseur d'isolant qu'on vient mettre. On a un travail qu'on peut faire sur les menuiseries, quand les menuiseries sont très anciennes, mais généralement, c'est des travaux qui coûtent très cher également et qui ont des gains énergétiques relativement faibles. On peut parler d'entre 5 et 15% de gains énergétiques sur les menuiseries, donc c'est quand même pas... Enfin voilà, c'est un peu compliqué à justifier économiquement également. Et on pourra revenir un petit peu ensuite sur les systèmes de chauffage, mais on peut aussi travailler sur son système de chauffage, évidemment quand c'est un système de chauffage individuel. Quand le système de chauffage est collectif, on n'a pas la main dessus en tant que copropriétaire de son logement. Et donc là, j'ai compté 10% ou 15, plus encore 15. Je crois que j'en suis à une demi-lettre. Si le chauffage est individuel, je n'ai pas la solution encore, j'ai l'impression. Exactement. Alors, il est possible de travailler également sur la ventilation. La ventilation, c'est entre, pareil, 10 et 20% des déperditions. Quand on parle de ventilation, c'est souvent tout ce qui va être une étanchéité à l'air défectueuse. C'est-à-dire que vous allez avoir des courants d'air qui vont chasser l'air que vous avez chauffé et qui fait rentrer de l'air froid. Dans ce cas-là, on peut travailler sur l'étanchéité à l'air et sur la ventilation. Et en rajoutant une ventilation, on peut espérer gagner également, donc en fonction des types de ventilation, entre 5, 15, 20% grand maximum de gains énergétiques dans un logement. Ce qui est compliqué dans ce cas-là, évidemment, c'est d'avoir accès à l'extérieur, de faire un carottage sur la façade. Dans le cadre d'un immeuble haussmannien, c'est aussi un petit peu compliqué potentiellement. Ok, on est passé de G à F, j'ai l'impression. On n'a pas encore trouvé la solution, mais c'est intéressant de voir les pistes qu'on a. Eric, qui travaille chez Easy, dont il est le directeur, vous travaillez sur des solutions peut-être qui peuvent nous aider à avancer à l'avenir. Est-ce qu'il y a de la recherche et développement dans les tuyaux ? Merci Thierry. Allô, oui, merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors chez Easy Biodev, notre métier, c'est de faire de la rénovation énergétique. On le fait déjà sur les maisons individuelles, avec l'ensemble des lots techniques, le chauffage, l'isolation thermique par l'extérieur, les menuiseries, la ventilation, les combles, les planchers. Ça marche assez bien, comme le disait Com. Bon, c'est pas si simple que ça quand même. Il faut coordonner tous les lots et je pense que l'année prochaine, on va vivre ça à grande échelle avec la refonte des aides. Mais c'est quand même un terrain un peu plus connu et on travaille aujourd'hui effectivement sur la problématique des appartements, sur les parties privatives. On a, chez Easy Biodev, travaillé il y a quelques années dans le domaine on avait une offre en rénovation intérieure, donc on a abandonné depuis, mais qui nous a quand même permis d'apprendre un petit peu sur c'est quoi la complexité d'intervenir à l'intérieur des appartements. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que les contraintes font qu'on se pose la question de la rénovation, non plus dans le cadre d'un projet de réaménagement, mais parce que juste, il faut sortir de passoires énergétiques. Donc, comment isoler ces quelques gestes qui vont nous permettre de sauter de classe ? Alors, il y a une chose intéressante sur les solutions, c'est que plus les appartements sont petits, plus le poste eau chaude sanitaire a un impact énergétique élevé. Et donc, quand on est sur des surfaces d'appartements assez faibles, assez petites, donc je sais pas, 50 mètres carrés, en réalité, si on installe un chauffe-eau thermodynamique couplé à la ventilation, ça permet de sauter au moins une classe. Donc, il suffit d'ajouter de la menuiserie ou si on est sur un appartement qui est situé en hauteur, une isolation de comble, pour sauter de classe, pour sortir de passoires énergétiques. Donc, il y a des solutions dans certains cas, sans même commencer à toucher à l'isolation thermique par l'intérieur, qui est évidemment beaucoup plus engageante, compliquée. Il faut refaire tout le réseau hydraulique, il faut refaire l'installation électrique. Donc voilà, il y a déjà des solutions intéressantes qui peuvent permettre de sauter de classe en travaillant sur le poste eau chaude, ventilation, menuiserie. Ensuite, sur l'isolation thermique, alors simplement sur ce sujet,
les solutions doivent encore s'améliorer. On a aujourd'hui des chauffe-eau thermodynamiques qui sont très performants, mais dont les ballons sont à 100 litres. Bon, 100 litres, c'est trop gros pour un appartement. Donc il y a encore un peu de chemin à faire sur les solutions pour les intégrer de manière optimale, avoir des ballons un peu plus petits, adaptés à l'intégration d'appartements et aussi à l'occupation. Les solutions dont je parle, il n'y a pas d'unité extérieure. Donc il faut faire ce sont des solutions ventouses avec un carottage en surface, sur les murs. Les relations qu'on a avec l'urbanisme de Paris, ce qu'on nous dit, c'est que si c'est un sujet de rénovation énergétique, on n'ira pas contre le fait de créer un carottage qui sera de la couleur de l'enduit. Ça, c'est des choses normalement pour lesquelles on devrait pouvoir y arriver. En tout cas, c'est ce que nous dit l'urbanisme à Paris. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Unité extérieure, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, il y a vraiment des pistes intéressantes autour des chauffe-eau thermodynamiques, de la ventilation. Et sur le sujet de l'isolation par l'intérieur, il y a des solutions aujourd'hui sur, évidemment, l'épaisseur. C'est un problème. 10 mètres, ça fait perdre entre 1 et 2 mètres carrés de surface. Et en particulier à Paris, évidemment, ça coûte très cher. Il y a des solutions d'isolants minces aujourd'hui qui existent, donc des isolants sous vide avec plaques de plâtre intégrées qui font à peu près 4 cm d'épaisseur. Si on met de la laine de verre, de la laine de roche habituelle, minérale, on est plutôt à 14 cm. Donc on voit que 14 cm en appartement, c'est pas possible. Donc on a une solution. Donc la laine de verre, c'est à peu près 100 € du mètre carré, la mise en œuvre, fournie, posée. Les isolants minces, on est plutôt autour de 300 €. Donc c'est beaucoup plus cher, mais si on est si on a un foncier qui coûte très cher, évidemment, ça vaut le coup. Et il y a une solution aussi intermédiaire avec le polyuréthane, mais qui là se colle sur les murs. Donc si on a des murs avec des aspérités, c'est plus compliqué. Et le polyuréthane, on peut être autour de 7 cm. Voilà, donc il y a des solutions d'isolation thermique par l'intérieur. Les isolants minces, et ça intéresse certainement la Solive, il y a peu de poseurs qui maîtrisent cette technologie. Donc il y a un enjeu non seulement technologique, mais un enjeu de formation de la filière, parce que la plupart des artisans ne savent pas mettre des isolants minces, ne savent pas les poser. Mais voilà, donc il y a des solutions émergentes, pour répondre à ta question, à la fois sur la partie chauffage, ventilation, eau chaude, et également sur la partie isolation. Et on développe ces solutions-là pour les industrialiser. Et pour les industrialiser, il faut avoir des poseurs sur toute la France. Il faut avoir des produits fiables, des produits adaptés. Donc il y a encore un peu de chemin à faire. Mais voilà, je dirais qu'en 2024, on a des chances d'y arriver. Si le financement suit, mais c'est un autre sujet. En tout cas, merci Eric. Et c'est vrai que ça nous offre une piste pour les biens en copro qui sont privés de la possibilité de mettre une unité extérieure. Là, avec cette solution chauffe-eau plus ventilation, on a des solutions sans bloc externe. Et donc, on peut avoir à peu près l'équivalent d'une pompe à chaleur en appartement en copro. Mais ce n'est pas encore hyper répandu sur le marché, ça va venir. Olivier, le représentant du terrain, du marché, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a une régionalisation de ces passoires thermiques? Quel est le ressenti? Alors nous, on a environ 35 000 mandats, pour vous donner une idée. On les a analysés. E, F et G, c'est 37-38% du portefeuille. Et ça a augmenté ces 3 dernières années. Donc ça me semble intéressant de voir que les propriétaires les ont mis de plus en plus sur le marché. Il y a déjà un décalage entre Paris et le reste de la France. Mais Paris, globalement, vous avez 33% de propriétaires occupants, là où dans le reste de la France, vous avez 57% de propriétaires occupants. Et donc, c'est probablement une des raisons, pas la seule, qui fait que quand j'habite mon logement, j'essaye de l'entretenir et de l'améliorer. Je peux, par exemple, changer les huisseries, avoir une action sur la VMC ou que sais-je, enfin les sujets que vous avez traités, bien évidemment. Quand j'occupe, parce que j'apporte du confort, il n'y avait pas qu'une... Là, on est passé côté législateur. Donc avant, c'était la carotte, j'améliorais mon confort. Aujourd'hui, je me fais taper sur les doigts. D'ailleurs, je souhaite préciser, mais tu viendras peut-être certainement dessus, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. Beaucoup de biens sont retirés de la location. Je voyais un gros bailleur ici hier, il me disait que dans les biens qu'ils ont à la location, 30% ne sont plus mis en location. 1 sur 3, les propriétaires... se posent des questions, tergiversent pour savoir s'ils vont rénover, s'ils vont vendre. Enfin, ils sont un peu dans l'impasse, pour ainsi dire. Mais aujourd'hui, rien ne vous empêche de prendre le risque de louer, même en augmentant le loyer,
il faudra que le locataire passe devant le juge, vous soyez jugé, enfin tu vas probablement... Ça, tout c'est nous le expliquer. dada de Mickaël. Voilà, donc il faut aussi faire baisser un peu le soufflet de la crainte de la passoire thermique / coup de bâton. Vous n'avez pas traité, et moi j'aimerais bien qu'on vienne dessus parce qu'on a plus de maisons individuelles, mais pour moi la toiture c'est 30% des pertes. Et les murs c'est 25%. Donc déjà vous avez toiture et murs 55% de l'enjeu. Et dans beaucoup de régions françaises, la toiture, je pense aux montagnes par exemple, où c'est la première chose que les gens font, ils verrent la tôle et ils mettent un bac acier, 20 cm. Enfin, il y a vraiment une régionalisation de la rénovation, mais ça c'est votre métier. En revanche, le nôtre, et j'ai fait l'analyse, sur 38% de notre portefeuille, j'ai regardé quelles étaient les régions qui dépassaient la moyenne nationale. Et là, vous avez Charente-Maritime, c'est 43% de E, F et G, le Finistère, 45%, la Haute-Savoie, 57%. Donc on voit que, et je ne crois pas que ce soit une histoire de citoyenneté, je crois que c'est un sujet de bâti, d'historique du bâti. D'ailleurs, Paris, c'est 50% des biens avant 1945. Le bâti, dans certaines régions, est léger, on va dire, où les ponts thermiques sont très importants. Il y a une épaisseur de pierre, ce n'est pas isolé. C'est probablement le cas du Finistère, par exemple. Il ne faut pas faire de généralité, mais on voit très bien que... et je crois que la région la plus touchée de France, ouais, c'est ça, c'est la Saône-et-Loire, avec 63% des biens à la vente qui sont E, F et G. Ça ne peut pas être autre chose qu'un historique du bâti, je veux dire, Alors, avec des taux pareils. C'est peut-être aussi parce que la Saône-et-Loire, on est à 1 500 € du mètre carré en moyenne. Et une rénovation énergétique, si je ne m'abuse, c'est à peu près ce prix-là au mètre carré. On peut peut-être négocier un peu, mais on n'est pas loin quand même. Et donc, en fait, on va payer en réno énergétique le prix du foncier. Et c'est peut-être pour ça que les gens ne sont pas très motivés financièrement à le faire en Saône-et-Loire. D'ailleurs, Mickaël, tu peux nous en parler, mais est-ce que la loi prévoit une exception pour les villes et les régions dont le foncier est égal au coût de la rénovation, par exemple ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, la loi, elle prévoit 3 exemptions, notamment pour les zones détendues où, en effet, le prix au mètre carré versus prix de la rénovation est très important. C'est un des motifs, c'est-à-dire que si le coût de la rénovation représente plus de 50% de la valeur vénale du bien, dans ces cas-là, vous n'êtes pas concerné, comme disait Olivier tout à l'heure, vous n'êtes pas concerné par l'interdiction, ou en tout cas par la non-décence du bien. Et j'insiste là-dessus, j'anticipe un peu par rapport à ce que je comptais dire tout à l'heure, mais d'abord, première chose, on n'a pas le choix que d'aller vers la rénovation énergétique. Je rappelle les objectifs européens. On doit faire moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le bâtiment résidentiel tertiaire, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre et 45% de la consommation d'énergie. Donc de toute façon, ce n'est pas une opinion politique que de dire on doit mettre le paquet sur la rénovation énergétique. Maintenant, le législateur n'est pas aveugle aux difficultés de terrain, ni de la maison individuelle, ni de la copropriété. Et donc, on a prévu dans la loi, et les décrets sont sortis, pour qu'il y ait 3 exemptions. J'ai cité la première, coût disproportionné de la rénovation par rapport à la valeur vénale du bien. Le sujet de la copropriété, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire bailleur privé dans une copropriété, que vous souhaitez réaliser des travaux, que vous votez pour le fameux plan pluriannuel de travaux, c'est un peu technique, mais si vous le votez et que vous-même, vous avez fait vos travaux chez vous sur vos parties privatives, mais qu'au final, la copropriété ne va pas vers les travaux de rénovation globale, dans ces cas-là, vous n'êtes pas non plus concerné. Et le troisième, ça vaut pour Paris, ça vaut pour les centres historiques, c'est les contraintes patrimoniales et architecturales. Tu en parles beaucoup, Thierry. Il y a parfois des collectivités qui ne veulent absolument pas qu'on touche au bâti, notamment à l'extérieur. Et donc, en effet, quand l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, est impossible, c'est parfois très compliqué de faire gagner plusieurs classes énergétiques à des immeubles et à des logements. Donc, il y a ces 3 exemptions. Et par ailleurs, Olivier en a parlé un petit peu, ce n'est pas une interdiction administrative. C'est-à-dire que ce n'est pas le 1er janvier 2025 où tous les propriétaires bailleurs qui louent des logements G seront des délinquants. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est à partir du moment où il faut qu'un locataire, attaque en justice un propriétaire, que celui-ci démontre que le propriétaire n'a pas fait les efforts nécessaires. Bref, ce que je veux dire là, c'est que 2025, c'est une étape. On parle de EFG. E, c'est en 2034. Donc, vous voyez, pour une fois, d'habitude, on reproche aux politiques de ne pas anticiper. Là, le politique, il a pris 15 ans pour dire à tout le monde, voilà où on veut aller.
Donc 2025-2028, si vous voulez continuer à louer en 2028, ben vous avez 3 ans déjà pour passer dans une classe supérieure. Et quand j'entends nos amis techniciens, je me dis, je suis assez optimiste parce que les solutions techniques, elles arrivent, parce qu'il y a la R&D, parce que les syndics de copro sont de mieux en mieux formés, parce que les artisans montent aussi en compétences. Et donc, moi, je crois qu'on va pouvoir tenir ce calendrier. Et encore une fois, je termine par là, mais on n'a pas le choix. D'accord, donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur, parce que si la copro refuse, si la mairie refuse, ou si c'est trop cher par rapport au prix du foncier, on est En fait, manifestement... la philosophie de la loi, c'est à partir du moment où un propriétaire bailleur a fait tous les efforts nécessaires, tout ce qui n'est pas de son ressort ne peut pas lui être reproché. Voilà. D'accord, ça je ne pense pas que les gens soient au courant, parce que c'est un sujet qui stresse beaucoup. Olivier, tu peux peut-être confirmer, est-ce que tu ressens du stress de la part des acheteurs et des vendeurs? Est-ce que c'est récent ou pas? Alors, déjà, la réponse est oui. Et c'est vraiment une courbe qui s'envole depuis septembre, je dirais. Septembre de cette année. Ouais, vraiment. Et si c'est août, c'est août. Mais je veux dire, c'est exponentiel. C'est assez récent. On est vraiment passé de j'y comprends pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a quand même un Français sur 2 qui a envie de rénover pour son confort. Je crois que les subventions sera 20 milliards. Mais tu as 8 Français sur 10 qui ne les comprennent pas. Ai-je accès? Comment je peux avoir accès? Il y a une condition de revenu, il n'y en a pas. Il y a un gros sujet pédagogique. Nous, on a formé nos conseillers. Il faut qu'on continue pour accompagner les Français. Ça fait aussi partie de la valeur ajoutée du service apporté par tous ceux qui sont là. Cette profession, et d'ailleurs les ministères nous ont carrément sollicité directement en disant on y arrivera avec vous ou on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, je ferai le parallèle. On parle beaucoup du neuf. Mais le coût de la construction du neuf, quand c'est passé globalement de 2007 à 2008 à 2004, ben on est au-dessus des 2000. Et je crois que sur les 300 000 villes françaises, il y en a 60... c'est un tout petit pourcentage qui est d'une valorisation au mètre carré supérieure à 2000 euros. Donc je ne peux pas rénover, mais je ne peux pas construire non plus. Donc je ne peux même pas construire des biens qui sont aux normes. Et tu n'as pas parlé de 2050 avec le zéro... voilà. Voilà, exactement. Donc on voit bien qu'il y a des challenges, bien évidemment, d'évolution des mentalités, mais il y a quand même de vrais challenges pécuniaires. Comment fais-je? Et vous savez, en France, les bailleurs privés, globalement, ils ont parfois 2 biens. Ils ont à 60% plus de 60 ans. Ils sont souvent artisans commerçants. Ils ont investi dans un appartement, souvent des petites surfaces ou des maisons. C'est leur revenu, soit pour acheter leur riz quotidien, soit peut-être les cadeaux de Noël de petits-enfants, j'en sais rien. Mais et comment font-ils pour mettre en moyenne 10 000 euros de rénovation? Un peu plus, hein. Un Ouais. peu plus que 10 000 euros, je pense. Alors, je crois que la moyenne nationale est évaluée à 10 000, mais vous nous direz, c'est moins mon métier pour le coup. Mais déjà 10 000 euros, ça veut dire que je m'assois sur des mois et des mois de loyer, je suis trop âgé pour emprunter, j'aurai pas d'assurance, mon assurance emprunteur sera très élevée. Il y a vraiment des équations que nos conseillers et nous-mêmes avons un peu de peine à résoudre. Et c'est ça que je voudrais souligner. Parce que l'intention, je crois qu'elle est là. La difficulté, c'est qu'il faut avancer. Et je sais que tu as un dada, c'est aussi quel est l'impact sur le prix. Oui. Donc j'y viens parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Si vous regardez les statistiques, dernièrement, il y a un grand site d'évaluation qui en a sorti une, et il dit c'est 7 ou 8%. Meilleurs agents. Ouais, je ne veux pas parler des concurrents, moi. Mais 7 ou 8% De décote. De décote. En Oui, fait, ouais. notre analyse, qui va plus loin que la leur, c'est de dire que de 2021 à 2023, la moyenne d'augmentation des prix, c'est 5,8%, 6%. Quand vous êtes sur du A, c'est 18% d'augmentation du prix. Quand vous êtes sur du G, c'est plus 0,5% du prix de l'actif immobilier. Donc vous voyez, on est de 0,5 à plus 18. Donc moi, je considère que la décote, elle a déjà en partie été intégrée dans la prise de mandat et le prix de vente. Suis-je clair? Alors, ouais, très clair. Donc, tu penses que ça a déjà été pricé par les marchés, c'est pour ça que ça se reflète plus trop. Moi, mon opinion... En partie. En partie. Mon opinion, c'est que pour moi, le marché avec juste 7% de décote, ce qui ne suffit pas du tout à faire une rénovation énergétique, ce n'est pas 10 000 euros, une vraie réno globale, c'est plutôt 30-40.
j'ai l'impression que le 7%, c'est aussi le signe que le marché ne prend pas au sérieux ce calendrier. Il y a des rétropédalages assez fréquents des politiques qui laissent penser au marché que le Oui, calendrier, on peut attendre. Tu as il est à raison. géométrie variable, les calculs du DPE vont peut-être changer, ce qui revient à repousser les dates. Bon, donc je pense qu'il n'y a pas une prise de conscience très forte du marché, ça se reflète, mais peut-être que ça a déjà été pricé. En partie, on va dire, tu vois, sûrement pas totalement. Ouais. Ce qui va être compliqué pour nos professionnels, c'est, je fais une estimation, j'ai un audit énergétique, je passe au-delà du DPA, comme vous le savez, et là, on me dit, il y a 20 000 euros de travaux. Qu'est-ce que je fais? Le bien vaut 200 000, il y a 20 000 de travaux, ça vaut 180, il y a 5 000 d'emmerde, ça vaut un peu moins, il y a 6 mois de non-occupation, ça vaut encore un peu moins. Puis je dis au propriétaire, bah là, on en est à 165 000. Ça va être compliqué. Ouais. Ce que je retiens surtout dans tes chiffres, et Michael, je te passe la parole, c'est les A qui ont fait plus 18%. J'ai un peu de mal à le croire parce que j'ai jamais vu un A de ma vie et je pense que dans tout le secteur, on n'a jamais vu un DPE en A. Je ne sais pas si quelqu'un en a vu un. Si. Moi, voilà. je prends mes mandats, je sais que j'ai des A, je peux te donner le chiffre exact. Je veux mais- bien que tu m'envoies un A Ouais. à l'occasion. Et Michael, comment on fait pour le financement de ces Justement, biens? on a beaucoup parlé du bâton, la carotte et l'accompagnement. Il repose sur 3 piliers. D'abord, l'information. Vous avez tous entendu parler des espaces France Rénov qui sont en train de s'ouvrir partout sur le territoire. Il y en a 450 aujourd'hui. Il y en aura encore plus demain. Donc, premier sujet, l'information. Le deuxième, l'accompagnement. L'accompagnement, Olivier l'a dit, c'est le rôle des professionnels. Moi, le message que je veux envoyer à tous les professionnels ici sur Reims, c'est de se dire la rénovation énergétique, c'est le sujet majeur des 20-30 prochaines années. En termes de business, et là je parle aux acteurs économiques, en termes de business, il y a tout intérêt, que vous soyez mandataire, que vous soyez un réseau d'agences traditionnelles, que vous soyez syndic, que vous soyez artisan, il y a tout intérêt à aller sur la rénovation énergétique parce que ce sera demain des opportunités de business pour vous tous. Ensuite, on a créé la fonction d'accompagnateur Rénov. L'accompagnateur Rénov, c'est qui? C'est un prestataire agréé par l'État, donc une personne qui va venir chez vous et à partir de votre DPE ou de votre audit énergétique, qui va vous dire comment procéder pour atteindre une meilleure classe énergétique. Et c'est aussi cette personne qui va aller chercher pour vous les financements, qui va vous dire, par exemple, MaPrimeRénov', vous y avez droit à telle hauteur, les certificats d'économie d'énergie, vous allez pouvoir être financé à tel niveau. Si vous habitez à Paris, à Toulouse, à Dunkerque, peu importe, la collectivité bonifie, par exemple, des aides publiques de l'État. Et donc tout ça, à la fin, fait que vous avez, si je prends un exemple sur MaPrimeRénov', les ménages les plus modestes avec MaPrimeRénov' peuvent bénéficier jusqu'à 70 000 euros de subventions publiques sur une rénovation globale. 70 000 euros. Je ne sais pas si on se rend compte de l'effort fait par l'État quand on donne à un ménage 70 000 euros pour améliorer la classe énergétique et la performance énergétique de son bien. Donc là aussi, MaPrimeRénov', ce sera 4,5 milliards l'année prochaine. Il y a les établissements bancaires qui maintenant essayer de proposer des prêts bonifiés, c'est-à-dire que si vous prenez en transaction à l'achat, par exemple, un bien A, vous allez pouvoir bénéficier de taux d'intérêt, j'allais dire, bonifiés par rapport à ceux du marché. Il y a de plus en plus d'établissements bancaires qui le proposent, et je crois que tout ça va dans le bon sens, c'est-à-dire demain, l'immobilier vertueux sur le plan environnemental, il sera aidé, celui qui l'est moins, il sera pénalisé, mais encore une fois, quand on dit pénaliser, il y a quand même cet accompagnement derrière, donc on laisse personne au bord de la route. Ok, alors ok dans la philosophie, après ça ne règle pas le sujet du financement, notamment parce que les aides, tu mentionnais 70 000 euros, elles sont plutôt calibrées pour les revenus modestes. Or la loi, elle pèse plutôt sur des investisseurs. Je connais bien cette population, ce ne sont pas les plus modestes en général, et donc ce sont ceux qui sont affectés par la loi, mais ceux qui profitent le moins des aides. Et est-ce que la loi est peut-être mal calibrée D'abord, à ce titre? les aides, et notamment MaPrimeRénov', concernent à la fois les propriétaires occupants dont on parlait tout à l'heure et les propriétaires bailleurs qui mettent en location. L'idée d'ailleurs, c'est que la loi, elle pose une contrainte pour les propriétaires bailleurs, mais l'objectif politique, c'est que tous les logements soient qualitatifs et donc soient rénovés. Donc on ne fait pas de distinction entre les occupants et les propriétaires bailleurs. Maintenant, j'allais dire, une fois que l'État, le rôle de l'État, c'est justement, à mon sens, de consacrer la dépense publique pour ceux qui ont moins, c'est-à-dire minimiser l'effort pour ceux qui ont moins. Le rôle des acteurs économiques, et notamment des financeurs, des établissements bancaires, c'est de proposer des solutions de financement pour améliorer la solvabilité des ménages. On a créé dans la loi Climat et Résilience le prêt avance rénovation. Peu de gens le connaissent aujourd'hui, mais ce prêt avance innovation,
c'est l'idée que j'emprunte aujourd'hui, par exemple, 30 000 euros pour faire une rénovation globale, mais je n'aurai à rembourser ce prêt qu'au moment de la mutation du bien, au moment où je le cède ou au moment où je le vends. Et donc ça permet, aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup d'épargne, c'est pas grave, vous empruntez et vous savez que parce que le bien prendra de la valeur avec la rénovation et avec le temps, notamment en zone tendue, eh bien vous pourrez rembourser le bien et certainement continuer à faire une plus-value à la vente 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Ça existe Donc, là, ce produit-là? Je peux le demander à ma banquière. Ce produit existe, mais honnêtement, c'est à peine une centaine de préavances rénovation qui ont été signées aujourd'hui. Le Crédit Mutuel et la Banque Postale ont commencé à le proposer. L'idée, c'est que les critères dans le budget 2024 qui est voté actuellement au Parlement, les critères de ce préavance rénovation sont assouplis. Donc on espère que l'année prochaine, de plus en plus de banques le proposeront et de plus en plus de ménages s'y intéresseront. Ok. Eric, chez Easy, vous avez une cellule de financement qui s'appelle Domo Finance, il me semble. Qu'est-ce que tu observes comme statistiques sur les montants moyens et sur les financements à ce niveau-là? Alors effectivement, aujourd'hui, on propose. Alors déjà, ce que l'on fait, c'est que on est mandataire ANA, on produit nos propres C2E, effectivement, ici BioDF étant appartenant à EDF. Donc on déduit du devis les aides. Donc les clients n'ont que le reste à payer, aides déduites. Et d'ailleurs, je me pose la question si on pourra continuer à le faire l'année prochaine. Enfin, c'est une question pour vous, dans le cadre de la refonte des aides, dans le cadre du pilier performance. Je me pose la question si dans le cadre du pilier performance, l'année prochaine, on pourra continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, déduire les aides du devis. Parce que c'est quelque chose qui est très important vu des prospects, des clients, des particuliers en fait. Et après, pour le reste à payer, on faisait un peu de prêt à taux zéro. Bon, on a arrêté parce que les taux ont explosé. On a juste conservé, c'est un nouveau produit qui est en train d'arriver, c'est l'éco-PTZ MaPrimeRénov' que l'on propose, donc avec Domo Finance, qui est effectivement une filiale commune entre EDF et la BNP. Et ça marche très très bien. Aujourd'hui, on propose ça notamment pour les prestations d'isolation thermique par l'extérieur en maison individuelle. Et l'éco-PTZ MaPrimeRénov' est très efficace parce qu'en fait, c'est l'ANA qui analyse les critères et non pas les banques. Et c'était pas vraiment le métier des banques. Enfin, ça n'est pas vraiment le métier des banques que d'analyser les critères techniques, les devis. Et donc l'éco-PTZ en général auprès des banques ne marche pas bien. C'est-à-dire que ça met des mois et des mois, voire à la fin on arrive à un refus. Donc ça c'est un vrai frein aujourd'hui dans le marché de la rénovation énergétique, l'éco-PTZ tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Donc l'éco-PTZ MaPrimeRénov', il est vraiment très performant et nous on le constate. Voilà. Et ça aide vraiment les primes déduites et à une solution de financement qui permet de mensualiser avec une mensualisation qui peut être rapportée par exemple aux économies d'énergie qui sont générées, typiquement. Voilà, tout ça en perspective également d'une augmentation des niveaux d'aide qui sont prévus dans la refonte des aides l'année prochaine. Ça donne un paysage a priori quand même assez favorable. Alors je parle effectivement, il y a en plus le prêt avance rénovation, tout à fait, qui sera également dans le dispositif. Voilà, moi les seules interrogations que j'ai, c'est est-ce qu'on pourra continuer à le faire, parce que c'est pas clair en fait aujourd'hui, mais ce sera dommage qu'on puisse pas continuer parce que c'est un vrai facteur de simplification vu des particuliers. Très clair. On peut en profiter avec cette première question pour donner priorité au public, pour poser vos questions à ces 4 experts sur la réno énergétique. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Ici, alors je ne sais pas où est le micro. Est-ce qu'on peut apporter un micro? Parfait. Je ne sais pas si on... Oui. C'est bon. Bonjour. Tout à l'heure, on parlait des investisseurs et surtout de la classe qui peut investir. Il se trouve que sur des maisons d'habitation, on peut avoir des personnes qui achètent des très grandes surfaces avec des moyens assez élevés. Est-ce qu'ils peuvent quand même prétendre avoir des aides à la rénovation ? Nickel, vas-y.
Une première partie de la réponse. En fait, les aides publiques, elles, sont conditionnées par des niveaux de ressources. Et y compris, je mets dans l'aide publique PTZ, puisque c'est l'État qui compense la perte pour les banques, en fait. C'est-à-dire que les plafonds de ressources ont été revus à la hausse pour essayer de proposer le PTZ à un maximum de ménages. Mais après, les solutions vont plus être sur les certificats d'économie d'énergie et sur les aides proposées par les banques, qui, elles, ne sont pas forcément conditionnées par niveau de ressources. Je pense que dans le pilier performance l'année prochaine, même les revenus supérieurs pourront bénéficier jusqu'à 40%. J'ai en tête 40%, 60% pour les intermédiaires, 70% pour les modestes et 90% pour les très modestes. C'est exactement ça. Donc du coup, Bonne précision. la réponse est oui, l'année prochaine. Oui. Autre question? Ah. Thomas, vas-y. Thomas, diagnostiqueur. Merci. Allô, oui. Bonjour, monsieur le député, je voulais savoir, voilà, je suis diagnostiqueur et je fais beaucoup de diagnostics sur les petites surfaces qui ressortent en F ou en G, évidemment. Je sais que la discussion sur la refonte de la méthode est en cours. Je voulais savoir où est-ce que ça en était, quels sont les chemins que vous allez prendre pour moins pénaliser les petites surfaces, justement, parce que les propriétaires s'arrachent les cheveux avec des G, des F à 1000, à 900, enfin ouais, des chiffres pas possibles. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. J'aimerais l'avoir comme vous. Je vais passer la balle aussi à Com qui connaît un peu l'administration. Mais oui, il y a ce sujet du DPE et de la fiabilité. Le chantier de la fiabilisation du DPE, ça remonte à déjà il y a quelques années, la loi Elan en 2018. Malheureusement, on constate qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. Et donc, ça pose la question de la crédibilité que tu posais, Thierry, sur ce calendrier. Est-ce que ce calendrier est crédible alors même qu'on a un outil, un thermomètre, qui lui est parfois contesté dans sa fiabilité. Donc les travaux sont en cours. Il y a le sujet des petites surfaces, il y a le sujet du bâti très ancien. C'est pas encore réglé, donc on va voir. Il y a encore des discussions entre l'administration et les professionnels. Comme Ouais, peut-être pour ajouter rapidement, c'est pas une question de fiabilité, c'est une question de comment on calcule. C'est-à-dire qu'une personne a besoin du même nombre d'eau chaude, du même nombre d'usages, et du coup, dans une petite surface, rapporté à la surface, ça sort plus élevé. Et c'est là-dessus qu'il y a aujourd'hui des discussions pour réaliser à justement peut-être lisser cet effet-là pour les petites surfaces. Et en tout cas, comme le disait Mickaël, c'est des questions qui sont aujourd'hui pour le coup très présentes au sein de l'administration. Ils n'ont pas donné de calendrier, ils ne comptent pas en donner. Il y a quand même de bonnes chances, je pense, pour que ce soit des choses qui soient réévaluées, comme le bâti ancien, dans les, je pense, l'année prochaine, à mesure que ça va quand même se déployer. Mickaël? Il y a quand même un sujet de fiabilité et de crédibilité. Quand deux professionnels sur un même bien trouvent une étiquette énergétique différente, c'est arrivé, on a des retours dans ce sens. Donc oui, il va falloir aussi fiabiliser ce diagnostic et que tous les professionnels, j'allais dire, s'accordent sur une même méthode, parce qu'en effet, on peut trouver parfois des étiquettes différentes. C'est arrivé. Olivier? Il y a un sujet pour Raphaël. Vous avez probablement pu lire qu'il y a des questions au-dessus pour l'électricité, le 2-3 versus 1. On a laissé entrevoir des améliorations pour que le coefficient affecté à l'électricité se rapproche aux autres. Vrai, faux? Qu'en penses-tu? Éternel débat là aussi, ça fait des années qu'on en parle, donc difficile de dire ce qui va être arbitré à la fin. Mais en effet, on applique des coefficients en fonction du type d'énergie utilisé dans le bien. Et ça peut en effet conditionner, encore une fois, le classement final d'un logement. Petite dernière question pour la route. Oula. Celui qui lève la main le plus haut gagne. C'est à vous de choisir. Bravo. Merci, désolé. Bonjour, je suis administrateur de biens. Le thème, c'était comment gagner 2 lettres sur un DPE. Moi, ce qui me manque aujourd'hui pour mes bailleurs, c'est une grille de lecture des diagnostics qui sont faits par nos diagnostiqueurs. Ils le font tous selon la même méthode qui est imposée par l'État. Mais derrière, en fait, ce que vous avez indiqué tout à l'heure, comme je gagne 15%, je gagne 30% et tout ça, ça ne se cumule pas les pourcentages. À chaque fois qu'on fait un type de travaux, ça change le pourcentage de tout le reste.
quand je dois arbitrer pour savoir si je vais faire tel ou tel travaux pour obtenir telle meilleure note, comment est-ce que je fais pour, en fonction du coût des travaux en question, pour arbitrer, sachant que souvent je suis en copropriété, donc je n'ai pas la main sur certaines choses. Je peux faire des choses à l'intérieur de l'appartement. Vous avez cité, Éric Planty va citer quelques exemples. Mais en fait, ce qui manque pour nous, c'est la grille de lecture. Et comment arbitrer par rapport à ça. On se trouve très démunis quand on doit rénover un appartement. On ne va pas dépenser 30% de la valeur du bien pour rénover un appartement. Il faut qu'on optimise ces travaux-là, sachant que derrière, surtout quand on est dans des villes avec plafonnement des loyers et tout ça, il n'y a aucun rendement à faire ces travaux pour le bailleur. Absolument. Absolument. Et cette question de l'arbitrage, je pense c'est peut-être pour ça qu'a été créé mon accompagnateur Rénov', c'est pour accompagner les gens sur quelle solution, parce que c'est vraiment d'une complexité sans nom. Donc voilà, l'initiative du gouvernement, c'était de créer mon accompagnateur Rénov'. Alors est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas, l'avenir le dira. Eric, chez Easy, vous proposez des services aussi pour accompagner les clients. Ce que je peux peut-être dire, c'est que la question que vous posez, elle est très pertinente. Effectivement, les pourcentages ne s'additionnent pas. Ça dépend de la situation initiale du bien, de sa surface. En fait, la difficulté, c'est que c'est toujours un projet spécifique, en fait. Donc, ça se traite par la simulation, par les cœurs de calcul, qui sont les mêmes d'ailleurs qui sont utilisés pour faire les diagnostics. Et donc, il faut qu'on mette à disposition des simulateurs simples, qui puissent être utilisés aussi par des acteurs comme vous. Je peux parler de ce que nous on fait. On va mettre en ligne des simulateurs qui permettront aux particuliers de justement faire ce pesage des bouquets de travaux, quel prix, quel investissement pour quel saut de classe. Et c'est des choses qui peuvent être aussi, je pense, partagées avec la filière, avec les partenaires immobiliers. Enfin voilà, je pense que c'est nécessaire d'aller sur. En fait, on a en tout cas besoin de ces outils. On peut pas. Il n'y a pas une réponse toute faite. Ça dépend de la situation initiale. Il y a vraiment des. Malheureusement, on aimerait bien tous qu'on ait un forfait qui fasse le job, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ça passe forcément par l'utilisation d'un outil de simulation. Peut-être pour compléter rapidement, nous on voit aussi de plus en plus de professionnels de l'immobilier qui viennent se former sur ces sujets-là. Comme on le disait, il n'y a pas de recette miracle, tous les biens sont différents, toutes les solutions sont différentes et les propriétaires sont différents. Ça demande, même au-delà d'un outil, si cet outil existait, on le saurait, c'est vrai que ça demande cette ingénierie technique, financière. Et du coup, ça demande de la formation, de rentrer dans ces sujets-là pour arriver ensuite à se créer ces heuristiques, doucement commencer à savoir ce qui marche pas et faire ses calculs en quelque sorte soi-même ou auprès d'un accompagnateur Rénov' si on en a autour de soi qui sont pour le coup pertinents parce que c'est un service qui est en train de se lancer. Et donc peut-être aujourd'hui, on est un peu démunis, mais voilà, dans les prochains mois et l'année prochaine, normalement, les 4-5 000 accompagnateurs Rénov' devraient bientôt être partout en France. C'est un sujet pour accompagner les particuliers, mais c'est aussi un sujet important pour lutter contre l'éco-délinquance. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui repartent sur la rénovation globale à 1 euro, donc 70 000 euros à 1 euro, sans condition de revenu. Donc voilà, ça pullule sur les réseaux sociaux. Et comment ils font? C'est simple, le diagnostic initial est multiplié par 3. Et comme les calculs d'aide dépendent du gain, on arrive à avoir voilà. Donc ça, c'est de la délinquance, d'éco-délinquance et la fragilité, c'est justement sur le diagnostic. Donc on a vraiment un enjeu à fiabiliser cette question de l'audit énergétique et du diagnostic. Le temps s'écoule. Peut-être une dernière question rapide. Non, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Merci à nos 4 intervenants, on peut les applaudir. Merci à tous.